Bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de vous présenter mes travaux, donc qui sont des travaux en sciences politiques. Je voudrais remercier le Clara pour cette invitation. Donc des travaux qui décentrent un peu par rapport à ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Je voudrais vous parler aujourd'hui du rôle des buralistes et de la place des buralistes sur le marché du tabac. Parce que j'ai fait donc des travaux qui portaient sur la manière dont ce groupe des professionnels défend ses intérêts face à la politique de lutte contre le tabagisme. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'une partie de mon travail porte sur ce qu'on appelle couramment l'ingérence des buralistes dans des politiques de santé publique. Cette ingérence, elle a été pointée par différents acteurs, différentes organisations, à commencer par l'Organisation mondiale de la santé, et puis en France, par le Comité national contre le tabagisme, également dans des rapports parlementaires ou dans les rapports annuels de la Cour des comptes, où cette question revient régulièrement. Dans le PNRT, le Programme national de réduction du tabagisme, il y a d'ailleurs des propositions sur cette question de l'ingérence, alors qu'ils n'ont pas encore été mises en œuvre, mais avec une proposition de création d'un site internet, un site internet qui devrait répertorier toutes les actions de communication et de lobbying des buralistes et de l'industrie du tabac sur les questions de santé publique. La thèse que je voudrais vous présenter aujourd'hui, elle fait un pas de côté par rapport à cette manière d'appréhender le problème de l'ingérence. D'abord, un pas de côté par rapport aux travaux existants, parce que d'un point de vue scientifique, il ne suffit pas de mesurer le temps passé, le travail passé, les ressources financières passées à essayer d'influencer des décideurs politiques pour automatiquement trouver un lien de causalité entre les tentatives d'influence et l'influence réelle sur les décideurs politiques. Deuxième point, un pas de côté aussi, parce qu'il ne suffit pas non plus de pointer les similitudes entre les travaux, les communications écrites et orales des acteurs du marché du tabac et les travaux, les communications écrites et orales de certains parlementaires ou acteurs publics, pour en déduire automatiquement que les premiers ont influencé les seconds. Là aussi, il n'y a pas de relation de causalité automatique. Et enfin, le dernier point, c'est que ce n'est pas parce que des représentants de l'État écoutent, parce qu'ils entendent les propos des industriels, des débitants de tabac, que pour autant ils s'approprient leur manière de voir, leur vision du monde, leur représentation sur ce marché du tabac. Ça paraît évident une fois qu'on l'a dit, mais en réalité c'est relativement contre-intuitif, parce que si on l'applique à d'autres questions qui sont d'actualité, on a souvent, et encore aujourd'hui, on pense qu'il y a un effet des campagnes électorales et des médias sur les résultats électoraux. Or, depuis les années 50 en sciences politiques, des travaux américains et français qui ont été actualisés montrent qu'il n'y a pas d'influence directe des campagnes électorales sur les comportements, ni même des médias sur les comportements politiques, que l'influence, elle se fait autrement, elle se fait par le travail d'intermédiaire, un travail interpersonnel de relation avec des personnes de notre entourage à qui on donne du crédit, avec qui on partage un certain nombre de normes et de représentations. Et c'est ces personnes-là qui peuvent influencer nos comportements électoraux en nous donnant une autre perception sur un problème. Donc, si on revient à notre préoccupation sur le tabac, la thèse que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'influence des débitants de tabac sur les décisions publiques, mais qu'il y a plutôt une congruence d'intérêt, une congruence de logique, de perception de la réalité entre les débitants de tabac et un certain nombre d'acteurs publics. Leurs intérêts ne sont pris en considération que parce qu'ils sont conformes à des manières d'appréhender le marché du tabac de certains segments de l'État. Au sein même de l'État, ce qu'on peut observer depuis maintenant une quarantaine d'années, c'est qu'il y a deux logiques qui cohabitent
et qui s'oppose une logique sanitaire depuis les années 70 et notamment la loi Veil de 1976, et puis cette logique économique portée par certains acteurs, dont les débitants de tabac, une logique économique, je voudrais revenir dessus, qui perdure depuis 4 siècles au sein des structures même de l'État. Donc, pour comprendre cette concordance des intérêts, je voudrais d'abord vous rappeler l'histoire du marché du tabac. Le marché du tabac, son histoire commence avec l'introduction de ce produit en France au XVIe siècle, et un produit qui va être géré selon les logiques économiques de cette époque, des logiques qui sont mercantilistes, c'est la vision qu'on a à l'époque de ce que doit être l'économie, c'est-à-dire que l'économie, c'est un jeu à somme nulle où une nation ne peut s'enrichir qu'au détriment d'une autre nation. Et donc, pour pouvoir s'enrichir avec ce nouveau produit, la première chose, c'est d'imposer les produits du tabac venus de l'étranger et ensuite de monopoliser la culture, donc sur le territoire français et en particulier les territoires des Antilles, et puis monopoliser la fabrication, la transformation du produit et sa commercialisation. Donc depuis le XVIe siècle, les produits du tabac sont sous monopole étatique, et ce n'est que dans la deuxième moitié du XXe siècle que ces monopoles vont commencer à disparaître. Disparaître parce qu'il y aura à partir du XVIIIe siècle des contestations à cette forme économique du marché du tabac, des contestations libérales, donc pour une économie avec un libre-échange, avec une libre circulation des produits et des personnes, et surtout une intervention beaucoup moins importante de l'État dans la structuration de ce marché. Donc à partir des années 50, et en particulier des années 70, les monopoles du tabac sont progressivement démantelés, à commencer par la culture, puis la fabrication, et ensuite le monopole de commercialisation, en gros, des produits du tabac. Pour autant, l'établissement public, qui deviendra ensuite une entreprise publique qui gère ces monopoles, qui est la CEITA, reste jusqu'en 1995 une entreprise publique avec l'État comme actionnaire principal. Donc jusqu'en 1995, en France, les décideurs de la CEITA sont des agents issus des grands corps de l'État et des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances. Donc jusqu'à cette date-là, la manière de gérer le marché du tabac entremêle et il y a une correspondance entre les intérêts de cette entreprise et les intérêts de l'État. Pour ce qui est des débitants de tabac, cette correspondance existe toujours, puisque les débitants de tabac détiennent toujours le monopole de la vente au détail du tabac. Donc la vente au détail du tabac, historiquement, n'a pas été construite au sein de la CEITA, mais au sein d'une administration publique, celle des impôts, puisque les débitants de tabac ont pour mission de récolter l'imposition sur le tabac. Ce sont des préposés d'administration. À ce titre, ils ont donc un statut et ils sont sous la tutelle d'une administration. À l'heure actuelle, c'est l'administration des douanes. Dans les années 90, quand le monopole de vente au détail détenu par les débitants de tabac est discuté, l'administration des impôts puis celle des douanes a réussi à faire valoir le fait que c'est les intérêts fiscaux de l'État qui sont ici en jeu, donc ce monopole doit rester un monopole d'État. Et puis, ironie de l'histoire, comme cet argument ne semblait pas suffisant, les agents administratifs ont aussi repris les arguments de l'Organisation mondiale de la santé, puisque dans la convention cadre sur le tabagisme, l'OMS propose de restreindre les lieux de vente du tabac pour mieux les contrôler et mieux les réglementer. Et donc, c'est ce qui existait déjà en France avec des lieux de vente contrôlés par une administration qui était son administration de tutelle.
Donc les intérêts des buralistes sont en grande partie identiques à ceux de leur administration de tutelle, des douanes et d'une partie du ministère du Budget. De la même manière que jusqu'aux années 90, les intérêts du ministère du Budget peuvent se rapprocher sur beaucoup de points avec ceux de la CEITA, l'entreprise majoritaire qui vend du tabac en France. La proximité entre les buralistes et les acteurs ayant des charges publiques ne peut donc, me semble-t-il, pas être appréhendée en termes d'ingérence, puisque l'ingérence, ça voudrait dire intervenir sans invitation dans les affaires de l'État. Or, les buralistes sont des acteurs relais d'une politique fiscale étatique. Ils ont un statut public, donc ils sont eux-mêmes intégrés à l'État. Et puis, surtout, qu'en dépit de ce qu'on peut voir, observer de leur activité pour mobiliser des soutiens, ils ont surtout un certain nombre d'acteurs publics qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes représentations que sur ce marché du tabac et sur la logique de fonctionnement de ce marché du tabac. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est donc que à l'heure actuelle, la gestion par l'État du marché du tabac se construit dans une double logique. Une logique marchande qui est faite de 4 siècles d'histoire et donc qui perdure avec des intérêts économiques forts, et une logique sanitaire qui s'est invitée dans la gestion du marché du tabac depuis une quarantaine d'années, qui est porté en partie par un ministère, le ministère de la Santé, qui est historiquement considéré comme un ministère faible par rapport au ministère de l'économie et du budget, mais qui pourtant arrive à faire bouger les frontières et à faire modifier la gestion du marché du tabac. Pour l'instant, la puissance publique poursuit l'administration des produits du tabac, une marchandise qui est contestée, mais qui est consommée et fiscalement lucrative pour l'État. Et elle poursuit sa gestion en considérant, en intégrant les contestations sanitaires et parfois aussi en s'y accommodant. Voilà, donc je voudrais conclure sur le fait que ce marché est un marché capitaliste avec des acteurs de ce marché qui font un travail depuis 40 ans pour intégrer la critique de la logique sanitaire, mais pour que leur marché puisse perdurer. Je vous remercie.